J'ai regroupé les solutions possibles en trois familles. Premièrement, l'action doit viser à réduire un rythme annuel défini l'empreinte carbone totale de la société, donc fini les objectifs qu'on mesure à 10 ans. Deuxièmement, il y a bien obligation de résultat, donc il ne s'agit pas seulement de dire les moyens dont on s'est doté, mais de vérifier que le résultat est atteint. Troisièmement, il s'agit bien de traiter de l'empreinte carbone totale et donc de prendre en compte les émissions carbonées tout au long des filières mondiales de production. Quatrième élément, comme l'énergie est présente partout et pour tous, l'obligation de résultat doit être conciliée, doit être compatible avec la justice sociale. Cinquièmement, et par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis 30 ans, il faut parvenir à un découplement radical entre le développement du bien-être de la société et la consommation d'énergie fossile. Donc il faut que les solutions nous disent comment ce découpage va se produire. Et sixièmement, le changement proposé doit être physiquement possible, c'est-à-dire qu'on regarde les dispositifs généraux qu'on propose, il faut se dire quels impacts ça peut avoir et à quelles conditions on peut transformer les systèmes de production et d'utilisation d'énergie au rythme voulu. En réalité, une partie de l'histoire de l'Europe en matière de climat, c'est beaucoup plus le fait que jusqu'à présent, les politiques n'ont jamais été en mesure de fixer des objectifs suffisamment ambitieux. Sur le système européen d'échange de quotas, je pense qu'il serait gravissime aujourd'hui de ne pas se pencher sur l'outil tel qu'il existe et tel qu'on peut le faire évoluer. Car le dispositif de contingentement des émissions de CO2, il existe déjà aujourd'hui en Europe pour 45% des émissions de gaz à effet de serre et environ la moitié des émissions de CO2 d'origine énergétique. Et la deuxième réforme, qui est le mécanisme d'ajustement aux frontières, est précisément un mécanisme dont l'objectif est de tenir compte des émissions importées. Et donc, c'est un mécanisme qui vise à intégrer la question de l'empreinte carbone via nos importations. Il permettrait, ce mécanisme, de supprimer la gratuité des quotas distribués encore à la quasi-totalité de l'industrie européenne sous quota. Autrement dit, il permettrait de supprimer ce qui est aujourd'hui l'une des plus grosses subventions aux énergies fossiles existant encore en Europe. Je voudrais avoir une approche peut-être un tout petit peu plus large, mais dans la ligne de ce qu'a dit Christian et Pierre, et je voudrais revenir très brièvement sur les trois instruments qui ont été cités, en approfondissant un peu plus l'instrument prix. D'où l'importance de la réflexion que nous avons aujourd'hui sur le fait d'avoir une mesure générale et pas simplement des mesures sectorielles accumulées les unes après les autres, qui, on le voit bien, n'arrivent pas complètement à permettre d'atteindre l'objectif. Parce que finalement, le système de quotas, s'il y a un marché derrière ce système de quotas, aboutit à un signal prix. Et donc, cette réalité-là d'une taxe carbone, qui est troisième élément, qui avait une absence de transparence dans l'utilisation et une absence de redistribution de l'utilisation, évidemment, ne pouvait qu'être contestée, et elle a été violemment contestée. La première idée, c'est que les gens, sur les prix des énergies fossiles, ils raisonnent toute taxe comprise. Ils ne raisonnent pas en se disant on a une taxe carbone qui monte, etc. Ils raisonnent sur le prix de l'essence, toute taxe comprise. Et de ce point de vue-là, évidemment, on ne peut pas définir de manière cohérente une trajectoire de taxe carbone si on ne prend pas en compte par ailleurs l'évolution de la courbe du prix hors taxe du pétrole ou des produits énergétiques, des produits fossiles. Le deuxième élément, et je m'étonne toujours là aussi qu'il ne soit pas davantage cité, c'est ce débat entre économistes, et qui malheureusement est resté un peu confiné entre économistes, de savoir s'il fallait un prix unique du carbone ou plusieurs prix. Moi, personnellement, je pense que je suis très pragmatique sur ce sujet. On voit bien que le prix unique du carbone n'est pas applicable
parce que dans un certain nombre de secteurs, il ne prend pas en compte le caractère de prisonnier énergétique d'un certain nombre d'utilisateurs, et en particulier pour les transports. Troisième élément, il faut évidemment que la taxe carbone soit quelque chose qui soit totalement transparent. Je ne reviens pas là-dessus, c'est une évidence. Ça a été une erreur dramatique de voir que manifestement la taxe carbone précédente avait pour fonction d'alimenter directement les caisses de l'État. Il faut évidemment que ces ressources soient clairement identifiées. Tout le monde le dit et tout le monde le sait, on ne pourra bien réussir la transition écologique que si on a parallèlement des mécanismes extrêmement importants de redistribution qui permettent d'avancer sur ce sujet. Nous ne réussirons la transition énergétique que si nos sociétés s'organisent différemment. Et qu'est-ce que ça veut dire s'organiser différemment? Ça veut dire qu'elles organisent leur espace différemment. Donc ça exige une réforme majeure de l'aménagement du territoire dont on ne voit pas encore aujourd'hui les prémices, que ce soit en termes de proximité de l'habitat de travail, etc., etc. Ça exige une organisation très différente du temps. Il faut enfin qu'on arrive à sortir de cette idée que plus on va vite, mieux c'est. Il y a beaucoup de choses à faire sur la gestion du temps et sur la vitesse de nos sociétés. Il faut évidemment qu'il y ait une organisation différente de nos sociétés sur les relations entre les hommes, qui paraît tout à fait important. Ça pourrait faire l'objet de longs développements que nous essayons de faire, nous, à la Fabrique écologique, sur plusieurs de ces sujets. Et enfin, je l'ai dit, une nouvelle façon d'organiser la société sur le plan des inégalités. Il y a deux questions centrales, en fait. La question de savoir quelles sont les actions à mener en priorité et la question de, ça vient d'être dit, comment réorganiser la société pour qu'elle atteigne ses résultats. Ça ne marche pas trop bien. Les gilets jaunes ont quand même bien rappelé que l'importance de l'aspect de pouvoir d'achat, faire des choses qui coûtent très cher et ne pas faire des choses qui coûtent pas cher pour le même résultat, c'est quand même pas génial. Donc, l'élasticité prix de la demande d'énergie, elle est autour de 1. C'est-à-dire quand vous augmentez de 10% le prix de l'énergie, vous réduisez de 10% la consommation d'énergie. Il y a aussi une élasticité revenu. Et elle est effectivement problématique parce que l'élasticité revenu de la demande d'énergie est plus petite que 1. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur budget à acheter de l'énergie. Et donc, quand vous faites monter le prix de l'énergie, la conséquence de ça, c'est que vous augmentez les inégalités sociales. Il est possible de découpler la problématique du signal prix, qui me semble inévitable, de la politique de qui paye effectivement, qui sacrifie du pouvoir d'achat et du revenu dans la société. On peut imposer un signal prix identique à tout le monde, mais faire payer effectivement le poids de la transition énergétique aux ménages les plus riches en ne leur redistribuant pas à eux le revenu carbone pour le cibler vers la compensation, voire la surcompensation des ménages les plus modestes. Le système ETS, il faut le renforcer. Il faudrait démanteler la taxe carbone française et la taxe carbone allemande, qui ne sont pas compatibles l'une avec les autres, qui ont conduit à une complexité sans nom du mécanisme de tarification en Europe, avec comme pour conséquence un mouvement des Gilets jaunes qui a pu prospérer sur ces complexités, ces ambiguïtés de cette multiplicité des systèmes. Donc, ce qu'il faut proposer, je pense, c'est que le système ETS couvre l'ensemble des émissions de CO2 européennes, c'est-à-dire que le secteur du transport, que le secteur du résidentiel, que le secteur aérien ait l'obligation d'aller acheter leur permis sur le marché ETS. Donc, globalisation, élargissement du spectre du ETS qui permettrait d'avoir ce prix uniforme du carbone, couvrant tous les avec un ajustement aux frontières pour tenir compte des problématiques de dumping environnemental. Christian de Pertuis en a parlé, avec ces énormes avantages qui nous permettraient cet ajustement de ne plus offrir des permis gratuits à certains secteurs pour les compenser contre le risque de dumping environnemental de leurs concurrents étrangers. Une redistribution de ce revenu, puisque dès lors que l'ensemble des
les émetteurs devront acheter sur ces permis, soit sur le marché, soit aux enchères. Ça va engendrer un revenu fiscal ou parafiscal au niveau européen. L'idée, c'est de redistribuer ce revenu fiscal en l'ensemble des États selon une fourchette prédéfinie, avec peut-être une enveloppe pour les secteurs et les régions de l'Europe qui seront le plus affectés par la hausse du prix du carbone. Je pense en particulier aux mineurs polonais. Là, évidemment, le système ETS n'a pas été super bon depuis 15 ans, étant donné la volatilité du prix, l'intervention politique pour empêcher que ce prix monte trop ou de le laisser baisser longuement, comme l'a rappelé Christian de Pertuis. Eh bien, il faut compléter l'ensemble de ces réformes du système ETS en y rajoutant un élément qui me paraît tout à fait crucial, c'est un engagement politique sur un prix plancher du carbone, qui serait croissant avec le temps, autour de 5, 6, 7% par an dans les 20 prochaines années. J'avais dit aux organisateurs que j'appellerais mon intervention totem ou la taxe carbone totem ou tabou, en reprenant un article que j'avais fait à l'époque pour Terra Nova d'ailleurs, qui juste après, je crois dans mon souvenir, la seconde arrêt du Conseil constitutionnel qui avait écarté la taxe carbone dite Sarkozy, après qu'elle ait écarté d'ailleurs une taxe carbone, où alors là j'avais une grosse responsabilité, puisque c'était le cabinet Jospin qui avait lancé, avec le cabinet du ministère de l'économie et des finances, n'est-ce pas, cher Géraud, à l'époque, l'extension carbone de la TGAP que nous avions mis sur pied. Je disais évidemment tabou, puisque cela devenait au fur et à mesure d'un débat négatif et des condamnations du Conseil constitutionnel un tabou, puisque à chaque fois on ne passait pas la barre du Conseil constitutionnel, qui avait une conception, je suis d'ailleurs pas sûre qu'elle ne continue pas de l'avoir, très très classique en fait de la fiscalité. On ne peut pas parler de taxe carbone en parlant d'un ajustement fiscal, d'un instrument fiscal. On doit en parler au regard de ce qui nous menace et donc ce qui menace nos conditions de vie, donc notre intérêt général. Alors là, évidemment, c'est posé un problème tout à fait important, c'est les exemptions. Parce qu'il y avait une certaine acceptabilité et on a fait des exemptions par rapport aux industries qui risquaient le plus de souffrir de cette taxe carbone et par conséquent, on a exempté un certain nombre de secteurs et ça, je pense que c'est très certainement inévitable à un moment donné de l'histoire pour faire accepter cette taxation et surtout pour maintenir une compétitivité des secteurs les plus touchés. Mais évidemment, à partir du moment où on a vécu comme en 2018 une explosion du prix du pétrole qui a frappé les ménages les plus modestes, on voit des gens exemptés et par ailleurs on voit évidemment les bénéfices qu'ils font et les, comment dirais-je, et l'enrichissement des fonds d'investissement et surtout le poids des fonds d'investissement dans l'économie mondiale. Et puis d'un autre côté, on voit des gens qui sont taxés dans leur vie quotidienne de manière indue, et bien entendu, c'est inacceptable. Alors là aussi, je crois qu'il faudrait, pour relancer la taxe carbone, et pour que ça devienne moins un tabou, que nous réfléchissions beaucoup à ces exonérations, d'autant plus, et Christian Collier l'a dit, qu'il y a aujourd'hui une manière de donner un prix au carbone, et tous les industriels sont d'accord. Tous les industriels, quand vous parlez avec eux, sont pour la fixation d'un prix du carbone lisible. Et c'est sur ce mot lisible d'ailleurs que je voudrais aussi insister, parce que la lisibilité, elle doit être pour les secteurs industriels comme pour les acteurs privés. Si l'impôt n'est pas lisible, il n'y a plus consentement à l'impôt. Ma troisième observation dans cette affaire, c'est évidemment qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque dans le texte de Pierre Calame, il y avait « A-t-on une chance de rétablir la taxe carbone ?»
Alors moi, je suis effectivement très radicale dans cette affaire et je pense que nous n'avons pas de chance de rétablir la taxe carbone. Pour ça, je suis d'accord avec la conclusion de Géraud, sans faire une réforme fiscale globale. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu un éclairage historique, si vous voulez, parce que exactement comme le débat de société était sur l'égalité, l'impôt sur le revenu, le débat de société doit être aujourd'hui sur la manière dont on taxe le capital de la planète pour le protéger. Et cette manière, qui était finalement la première manière de poser le problème, me paraît devoir être retrouvée. Autrement dit, je ne pense pas que dans le débat présidentiel, on puisse revenir avec une taxation carbone sous le bras, avec un objectif qui irait jusqu'au fameux 250 € la tonne, qui était 300, c'était l'objectif, souvenez-vous de Rocard, etc. Je veux dire, alors, on pourra peut-être dans une situation de prix du pétrole très bas, puis un beau jour, les choses changeront et ça recommencera. En revanche, de toute façon, il faut faire aujourd'hui une réforme fiscale, tout le monde le sait. Poser le problème global en se disant, mais qu'est-ce que c'est? On parle de justice climatique. Alors, est-ce qu'on doit parler de justice climatique uniquement dans la rue en faisant des manifestations, ou est-ce qu'on doit parler de justice climatique en posant le problème au sein de l'instrument, je dirais, le plus usité de la justice, qui est en l'occurrence la fiscalité et les modulations budgétaires pour chacun. On est mûr pour ça. On est mûr pour ça parce qu'on a quand même eu, pour la première fois, alors il y a eu toutes les révoltes sur les taxes sur les camions, la Bretagne, etc. Tout le monde s'en souvient. Mais il est absolument évident qu'on a quand même eu pour la première fois un grand mouvement d'ampleur provoqué par le changement de société qui est le fait de devoir protéger la planète. Alors la solution, je l'ai présentée dans un livre qui s'appelle Le Contrat mondial et dans laquelle je propose des compensations aux frontières, compensations sociales, pour faire en sorte qu'un produit pour lequel on a une main-d'œuvre à 5 € de l'heure quand elle est à 30 € dans les pays développés, il y a une compensation pour faire en sorte que ce produit, pour recalculer le coût du produit, comme si la main-d'œuvre avait été à 30 €. Et je propose une alliance des démocraties libérales autour de ce projet, l'Europe, les États-Unis, et les pays périphériques, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, qui idéalement pourraient se mettre d'accord sur cette formule. Et pour ce qui concerne le carbone, je propose une compensation carbone, une taxe carbone, je préfère parler de compensation, c'est plus positif, qui eh bien, permettrait de faire en sorte que quand nous, on paye 45 € la tonne, les produits qui rentrent et qui n'ont pas été soumis à taxe carbone, le prix soit recalculé comme si ils avaient été soumis à cette taxe de 45 €. Mais ça suppose que l'Europe, effectivement, se mette d'accord sur un niveau. Moi, je considère qu'il ne faut pas dépasser les 45 € qu'on a en France. On a vu effectivement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc, il faut, pour l'instant, il n'y a plus vraiment de réserve fiscale en France. Il faut viser ces 45 €, idéalement au niveau de l'Europe, et mettre en place effectivement cette compensation carbone aux frontières, qui sera une manière d'éviter d'importer du carbone et accessoirement du chômage aussi. Merci. Aujourd'hui, concrètement, sur le terrain, si l'on prend le secteur privé, le secteur public, combien d'organisations respectent les mesures réglementaires issues des différentes lois climat, accords de Grenelle depuis une dizaine d'années? Alors, rappel rapide de la loi, depuis 2010, les organisations privées qui emploient plus de 500 personnes, en métropole et 250 personnes en outre-mer, doivent effectuer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est obligatoire. Et les organisations publiques qui en emploient plus de 250 ou qui couvrent une population de plus de 50 000 habitants. Voilà. Et puis un cycle, tous les 4 ans, ces organisations doivent publier leur bilan d'émissions, qui constitue pour moi une espèce de base à la fois d'évaluation, de contrôle, et essentielle pour mener une politique publique sur le carbone efficace, ou en tout cas digne de ce nom. Alors aujourd'hui, où en est-on? Il y a 2465 entreprises en France qui emploient plus de 500 salariés, côté entreprise privée. Et donc, comme vous pouvez le constater, on est sur des pourcentages d'organisations qui respectent la loi depuis 2010, assez faibles. 37% pour les entreprises privées.
Pour les associations, donc les associations, même chose, hein, qui emploient plus de 500 salariés, 7% seulement. Régions et départements, 11%. Et les autres organismes publics, donc institutions, agences de l'État, par exemple, 13%. Alors pourquoi est-ce que la réglementation est si peu respectée? Alors une première hypothèse, c'est que l'amende est de 1 500 €. Alors ça a été révisé en 2019. La loi énergie-climat a augmenté cette amende, cette sanction, à 10 000 €. Et il est précisé que ce montant ne peut pas excéder 20 000 € en cas de récidive. Alors, hier, un amendement a été déposé dans le cadre de la loi climat qui vise, conformément à ce qui a été exprimé par la Convention citoyenne pour le climat, mais surtout conformément à ce qu'on vient d'observer, c'est-à-dire que depuis 2010, la loi n'est pas respectée dans la majorité des organisations, eh bien, d'élargir le champ des entreprises qui sont contraintes par ces réglementations, d'élargir au scope 3 et de sanctionner à hauteur de 2% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui nous motive dans tous nos débats? Eh bien, c'est que le GIEC nous a bien dit qu'on avait, avant d'arriver dans un chaos impossible, à ne pas dépasser 2800 gigatonnes, 2800 milliards de tonnes de CO2 depuis le 19e siècle. Et on a déjà émis responsabilité de 2205 déjà. Donc il ne nous reste plus que 580 gigatonnes. Et au rythme actuel, c'est 14 ans d'émissions. On propose qu'on discute de ce qu'on appelle, nous, un compte carbone. Atteindre la neutralité carbone avant que ça ne clash, c'est donner à chacun un plafond annuel qui réduirait de 6% par an pour passer actuellement de 11 tonnes par personne, on l'a vu à la première session, et on sait qu'il faut atteindre 6 tonnes, peut-être 5 en 2030, et 2 tonnes en 2050 pour une neutralité. Donc ce compte individuel, il s'adresse aux individuels, aux citoyens, aux 68 millions de Français, mais il vise surtout à générer la demande de produits et de services bas carbone pour que ces entreprises soient enfin efficaces en résultat. Bien sûr, tout le monde n'est pas à la même enseigne. On peut dire que 50% des Français sont à moins de 8 tonnes. On a dit qu'à moyenne, c'était à 11 tonnes. C'est le chiffre de la médiane, 50%. Eh bien, ça veut dire que les 20% qui consomment plutôt 20 tonnes ou 30 tonnes vont vite en manquer. Ils auront besoin de surplus. Alors que les plus sobres, les plus modestes aussi, vont avoir des excédents qui vont pouvoir échanger pour arrondir leur fin de mois. Donc, on apporte aussi une question de justice sociale et on verra le 1er avril prochain Audrey Berry qui va nous expliquer comment elle voit la justice sociale dans la justice climatique. On peut élaborer un schéma complet de développement de ces quotas individuels. 9 règles qui sont comment ça se passe pour les produits. Donc, tous les particuliers, tous les individus vont avoir une dotation, une allocation de points carbone, alors que les entreprises auront seulement un registre carbone, registre qui peut être négatif ou positif. Leur seule règle, ce qu'on leur impose, c'est que tout ce qui rentre dans le processus doit être imputé au client. Point, c'est tout. Et donc, on doit arriver à la neutralité, à un délai qu'on fixera. Donc, de cette façon, on a une transparence totale pour les entreprises. Et la dernière règle que vous voyez en bas, c'est une règle plutôt sociale, une protection. Tout besoin vital doit pouvoir être garanti comme étant couvert sans avoir besoin d'acheter d'excédents. Nous aurons pris le virage, je vais conclure là-dessus, avant que nous ne soyons au point C de non-retour. Vous connaissez ce diagramme de Will Stephen et de toute son équipe qui montre qu'on a parcouru une belle période. On est dans la période du point B actuellement. On a encore le temps de revenir à une période d'équilibre. Sinon, on est parti dans une période de terre étuve. On a besoin d'un mécanisme global. Il faut arrêter avec la juxtaposition de mécanismes partiels, sectoriels. 1, ça ne marche pas, et 2, comme l'a rappelé Bettina, en plus, c'est injuste. Le nombre de solutions qu'on a sur le papier est phénoménal. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je suis ces affaires-là. Les solutions sur le papier, ça ne manque pas. Ce qui manque, c'est des solutions sur le terrain. Et effectivement, il a tout à fait raison de rappeler que sur le terrain, quand on a des lois, quand on a des réglementations et qu'en face, on a en permanence, par exemple, un chantage à l'emploi, on s'aperçoit que les autorités censées sanctionner tournent les yeux pudiquement.